Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Alors, Steve, on en revient à l'exemple de la Barbade, puisqu'on a parlé tout à l'heure de communauté inclusive, de cet antagonisme entre le communautarisme exclu par la République, mais en même temps le fait qu'on soit des communautés aussi à part entière. Et Ouais. on en est arrivé voilà, sur l'exemple de la Barbade qui a réussi, entre les années 50 et aujourd'hui, à obtenir leur indépendance et à devenir autonome économiquement, politiquement. Et voilà. Oui, et je te disais que je crois que nous avons à apprendre de la Barbade, surtout par rapport à sa vitalité économique. Je connais des chercheurs qui remettent en cause le modèle économique, disant qu'il n'est pas si florissant que ça, mais nous avons à apprendre d'eux. Et on voit que la décolonisation, c'est vraiment un processus. Sortir aussi du mindset qui va avec la colonisation, ça aussi, c'est encore autre chose et c'est un processus. Oui, Moi, ce que j'aime, c'est voir que ce soit les individus ou les pays, les institutions, j'aime les voir devenir eux-mêmes, se oui, délester de ce qui n'est pas utile à leur épanouissement, prendre confiance en eux parce que la Barbade a fait un chemin. Il faut dire aussi que ce sont des colonisateurs différents, que ça oui, soit l'Angleterre, l'Espagne ou la France ou l'Afrique du Sud ou, je sais pas moi, la Hollande. C'est un rapport et une façon de faire avec les peuples colonisés. C'est différent et c'est une histoire. Ce sont des institutions complètement différentes, mais nous pouvons absolument apprendre. Et tu as raison quand tu dis se projeter. Et qu'on se projette, qu'est-ce qui est important ou pas? Ce qui est important aussi, à mon avis, c'est de ne pas réinventer tout à chaque fois. Il y a des gens qui ont réfléchi sur les questions qui nous préoccupent. C'est se rapprocher des cercles qui réfléchissent, des gens qui ont réfléchi, qui ont mis leur réflexion à disposition pour ne pas avoir à tout refaire, tout réinventer. Et c'est pas justement, à mon avis, casse-code ou été genouillé, comme on dit. ouais, Tu vois? Et ceux qui se disent casse-code ou rien, ils font le jeu du néocolonialisme. C'est-à-dire, le néocolonialisme, il aime le statu quo. tout à Le fait. néocolonialisme, pour moi, c'est quelque chose d'économique. C'est des marchés captifs, c'est des entreprises qui mangent de l'argent sur nos dos. C'est nos enfants qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de leur scolarité chez nous. C'est nos écosystèmes qui sont complètement maltraités. C'est ça le néocolonialisme. Donc, quand on dit aux gens casse-code ou rien du tout, les gens ont des peurs aussi. Les gens Bien voient qu'il y a sûr. des choses qu'ils ne veulent pas perdre. Comme tu parlais tout à l'heure de certains niveaux de vie, les gens, il faut réfléchir sur ça. S'ils sont d'accord pour perdre en qualité de vie, mais qu'il y a un projet politique qui leur plaît, banco. Mais s'il y a des Oui. choses qui les insécurisent, il nous faut entendre ça et travailler pour gagner la confiance des gens, surtout ceux qui sont en responsabilité. Et on sait que cette confiance n'est pas toujours là. Oui, et moi je suis d'accord. Effectivement, moi je comprends les personnes qui disent oui, bon, vous voulez qu'on aille vers plus d'autonomie, d'accord, plus d'indépendance, d'accord, mais comment on y va, avec qui on y va, et surtout, est-ce que la Guadeloupe, alors souvent les gens se posent cette question, est-ce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, enfin la Guyane, on sait qu'il y a des ressources, hein, ça c'est même pas la peine de se poser la question, mais en tout cas pour la Guadeloupe et la Martinique, souvent les gens se disent mais quelles sont nos ressources pour pouvoir prétendre à un développement économique pérenne? On sait très bien que le tourisme tel qu'il est présenté, ça va pas nous mener très loin, puisque le tourisme de masse ben, détruit les écosystèmes. Enfin, il faut repenser pour moi le tourisme qu'on a aujourd'hui. D'un autre côté, on a ce projet sur la géothermie qui traîne depuis un moment. Enfin, moi, je regarde ça un petit peu de loin depuis un an et demi, 2 ans, mais il faut que je m'y remette. La géothermie pourrait être, Kalalao Motunde l'avait dit, pourrait être une manne financière importante pour les Guadeloupéens. Mais quelles sont ces autres sources qui pourraient permettre
aux Antilles de devenir indépendants économiquement, d'un côté, et surtout quand on voit le traitement de la République envers nos territoires, on nous dit vous êtes des fainéants, vous ne voulez jamais rien faire, etc. Et quand les populations proposent des projets économiques qui pourraient être pérennes, là, on se retrouve toujours vers cette lenteur administrative qui caractérise la France, hein, d'ailleurs, mais qui est là aussi pour nous faire perdre la face, laisser tomber, nous épuiser, nous essouffler. Donc, et ça fait aussi le jeu des gens qui sont en mode casse-code, en fait. Donc, moi, je ne sais pas quel Tu regard sais, tu as là-dessus. ce sont de vraies questions et je te rejoins, je me pose les mêmes questions. Récemment, j'étais aux États-Unis. J'étais dans une rencontre panafricaine organisée dans une université dans le Massachusetts. Et donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un, un rappeur du Sénégal qui est aussi activiste, un militant du Sénégal. J'ai pu échanger avec une rappeuse d'Afrique du Sud qui, elle aussi, c'est une militante des droits de la femme dans son pays et bien d'autres choses encore. J'ai échangé avec aussi d'autres personnes, avec un activiste de Black Lives Matter. Ils nous ont tous Ah rassemblés ouais, de différentes parties du monde noir, qu'on puisse venir échanger sur nos expériences et notre militantisme. Et à un moment donné, il y a le frère sénégalais qui est bien connu, il s'appelle Roman, c'est vraiment, à lui seul, c'est une légende, une institution au Sénégal. Roman, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez comme ressources? Parce qu'eux, au Sénégal, ils sont super riches en termes de oui, ressources, hein, tu vois. oui, c'est Et clair. il me dit, qu'est-ce que vous avez? Donc, écoute, moi, on n'a pas de pétrole et on n'a pas comme le Sénégal des mines et beaucoup de ressources naturelles qui vont nous permettre de faire ça. Ceci dit, je crois qu'il nous faut plusieurs choses. Déjà, les ressources de la Guadeloupe, ce sont les hommes et les femmes, ce sont les gens qui y sont. Ce sont aussi les éléments naturels que nous avons, Ouais, que ça soit l'eau, la force de l'eau, le vent, le soleil. Nous avons oui, beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de transformer ça en énergie. Je vois ça déjà dans un premier temps. Les hommes et les femmes qui y vivent. L'autre chose que je vois, c'est que nous ne sommes pas en contrôle de notre cuisine économique. C'est-à-dire que les importations qui rentrent, il y a des lobbies d'importation qui font entrer des choses et que ces oui, choses-là sont moins chères. Donc, les gens vont vers ce qui est moins cher. bien L'une des sûr. premières choses qu'il nous faudrait, ce sont des outils pour être capable de contrôler ce qui rentre sur notre port, être capable aussi de protéger notre production locale, aussi minime qu'elle soit. Elle est là, Oui, quand vous allez, il y a des gens qui produisent de la viande, du poisson, des légumes. Il y a des gens qui produisent ça chez nous. oui, Les filières sont peut-être pas en bonne santé, mais elles sont là et elles ont des difficultés parce que les lobbies de l'importation arrivent à cogner les productions que nous avons parce qu'elles sont moins chères. oui, Donc, je crois qu'il nous faut déjà reprendre le contrôle de cette cuisine économique et il existe des outils fiscaux. Il y a quelqu'un qui mène une réflexion dessus, c'est Alain Plaisir, on le connaît. Et quand oui, je le lis, je vois qu'il y a un chemin. Il y a un vrai chemin sans pour autant se prendre pour des militants, comment dire, sans foi ni loi ou des indépendantistes sans foi ni loi. Non, oui, il y a vraiment un chemin dans le cadre des institutions qui sont présentes, que ce soit la communauté européenne, que ce soit l'ensemble de la République française. Et il serait bon pour nous d'être associés à l'Europe et pas un pays qui, de facto, récupère tout ce qui est fait de Bruxelles tout à et fait. où tout s'applique, quoi. Ouais, Et je ouais, trouve que dans le statut, c'est pas un statut définitif. Je connais des chercheurs comme Didier Détouche ou d'autres qui disent que non, mais on peut changer ça. Le statut de pays et territoire d'outre-mer, comme d'autres pays l'ont fait, comme Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, je pense que l'Espagne aussi a expérimenté quelque chose avec les îles Canaries et les Açores. Ce statut-là, à mon avis, il nous permet d'être au contrôle de notre cuisine économique et en même temps rattaché à un ensemble qui garantit un certain nombre d'infrastructures. Donc, il y a toute une réflexion dessus qui est déjà enclenchée. Et au fur et à mesure qu'on sera plus à l'aise dans ça, on sera moins enclin à répondre avec des réponses précuites ou qui sont déjà passées, quoi. ouais. Et puis moi, j'ai le sentiment aussi qu'en tant que. Et tu vois, tu parles d'Alain Plaisir, ce qui est, effectivement qui a déjà écrit des choses, qui apporte clairement des solutions à nos problématiques. Et ce que je n'explique pas, c'est comment les élus n'arrivent pas à appliquer quelqu'un qui arrive déjà à vulgariser pas mal, en plus, toutes ces notions un peu complexes, hein, pour le Ouais, Guadeloupéen lambda. Euh, notamment pour moi, absolument. oui, voilà. Donc, comment les élus n'arrivent pas à valider un expert, quelqu'un qui est reconnu par ses pairs? Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème là-dessus, ou est-ce que nos élus ne font pas justement le jeu de cette république soi-disant indivisible et une et indivisible, euh,
elles, souhaitent le statu quo pour continuer ben, d'encaisser hein, tout ce qu'on produit sans jamais établir une répartition des richesses saines. Vous savez, vous savez, car il a l'impression que ni en le politique qui n'est pas formé, il n'y a pas ni formation intellectuelle, il n'y a pas qu'à Mm. lire, il n'y a pas qu'à intéresser, ni en yo qui pas qu'à faire attention à tout ça. Et derrière ça, on dit ça, il va créer des luttes de pouvoir, ni des vraies luttes Ah, de pouvoir. Hein. Et mais s'il y a dans lutte de pouvoir là, ça, ou pas d'un bon côté là, il n'y a pas rien à foutre des affaires, à réflexion, à réfléchir au pays là, hein. Et ni des luttes de pouvoir, et ni en le projet en nous, ni en les outils que nous TP, pour changer la donne qui est mort à dans des luttes de personnes et des luttes de oui, pouvoir. c'est vrai, Donc, et c'est ça qui peut parfois nous faire perdre le moral. Et nous-mêmes, des gens comme toi et moi, on se dit, mais il y a des choses qui sont plus ou moins logiques, c'est clair, mais ces choses claires que certains politiques devraient faire, elles sont brouillées par ces luttes de pouvoir qui nous tuent. Un c'est tel vrai. pas aimer un tel parce qu'un tel ne veut pas qu'un tel gagne la prochaine élection. Un tel veut 2 sièges à tel endroit. Ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir ça. Et comme ça me donne envie de vomir, je veux croire qu'il y a des gens qui sont engagés en politique, qui ne pensent pas comme ça. Ceux-là, je veux les encourager. Je vois qu'il y a de nouveaux noms. Il nous faut, il nous faut un reset sur Oui, cette histoire politique. Les gens qui ont été aux affaires politiques ces 30 dernières années, et qui ont merdé, excuse-moi ouais, l'expression, qui n'ont c'est pas ça. donné satisfaction, ils n'ont pas voix au chapitre. Ils nous font plus de tort que de bien. Et on Par les contre, voit il y a encore. des... Ils sont Et on encore les là, voit le encore. pire. Ils n'ont pas voix au chapitre. Ils devraient simplement fermer leur bouche et faire preuve d'humilité. Les gens qui ont été aux manettes, mais vraiment aux manettes les 30 dernières années, je ne veux pas faire de table rase, hein. Il y en Ouais, a qui ont été aux manettes et qui ont porté leur part de progrès, mais on oui, sait qu'il y en a, ce sont des inutiles et ce sont des gens qui n'ont pas un sens de l'éthique fort. Ceux-là, on n'en veut plus tout à fait. parce qu'ils gênent notre vie politique. Donc c'est pour ça que j'aime voir et j'encourage beaucoup de gens à aller vers ces institutions. Je crois que la formation intellectuelle, la formation théorique, la formation éthique est importante lorsqu'on y arrive. Il ne faut pas croire qu'on va révolutionner les choses. Nous sommes des êtres humains et devant des situations, si on n'a pas un code éthique, on sera amené à être dans la machine et ne pas faire une différence, quoi. Ouais, il faut plus de légitimité, en fait, de la part de nos politiciens. Tout à fait, c'est ce que je crois. C'est Ouais, pour ça plus. que des gens comme Kémy et d'autres personnages, peut-être chez nous, peut-être que je peux les nommer, hein, mais des gens Ouais, comme Kémy, ils ont acquis une vraie autorité, une vraie légitimité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les critiquer et qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait remettre en cause. Oui, il y en a, mais son parcours nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose sur l'éthique et la différence entre la légitimité et l'autorité institutionnelle, quoi. C'est c'est quelqu'un ça. qui a de la légitimité, qui a une autorité, mais acquise à partir du parcours et pas acquise dans les institutions existantes. Exact. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et justement, des figures d'autorité telles que Kémy Séba, est-ce que tu penses qu'on gagnerait à en construire beaucoup plus sur nos territoires? Parce qu'on est quand même, dans mon l'un de mes épisodes, j'explique en quoi on n'est pas du tout solidaire. Enfin, j'essaye de tout. Enfin, quand je dis j'explique, je ne détiens pas la vérité, hein. Ça fait partie Mhm. des recherches que j'ai pu faire. Et, Moi, je comprends ce que tu veux dire. et donc, dans cet épisode, j'explique que le manque de solidarité vient aussi des blessures transgénérationnelles hein, de Je nos crois. ancêtres. Je Parce que crois aussi. voilà, quand un aigle marron se faisait rattraper par le maître, c'était pas le maître qui l'amputait de sa jambe, c'était son frère qui l'amputait. Et c'est ce qui a créé aussi cette distance émotionnelle, entre guillemets, entre nous. Yes. Est-ce que à ce moment-là, si on fait un peu d'anachronisme et qu'on revient à cette époque où entre nous, on s'amputait de nos membres, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que cette amputation est aussi mentale? Ah oui. Tu sais, Édouard Glissant, dans le discours antillais, il dit à un moment donné que nos sociétés vont évoluer, non pas seulement avec des outils politiques, mais à travers un changement des mentalités. Tu vois, donc il percevait déjà qu'un gros travail est à faire là en termes de réparation de nos manières de voir et de penser. Oui, je suis d'accord avec toi. Je rajoute dans ça l'estime de soi, qui est un chantier, l'un des chantiers les plus Waouh, révolutionnaires dans des pays comme le nôtre, waouh. bâti sur l'écrasement de l'estime de soi des personnes noires. Et quand je vois des chercheurs comme Patricia Brafland-Robo qui sort un livre qui s'appelle L'estime de soi des personnes noires et qui analyse d'où ça vient, ça, ce dont tu parles, tu Oui, sais, ce manque d'estime pour nous-mêmes, cette négrophobie qu'on a intériorisée, c'est d'où est-ce clair. que ça vient?
je vois que ce chantier-là, comment dire, à dynamiser. Ouais, Oui, oui, oui. Tout ce qui touche à nos mentalités, nos mœurs, tout ce qui touche à cette façon de nous voir, tout ce qui touche aussi tu sais, notre rapport avec l'Occident en termes de mentalité. Parce que nous ne sommes pas faits que ça. Oui, nous sommes des Occidentaux, mais en nous, il y a aussi autre chose qui vient d'ailleurs, particulièrement qui vient de différentes régions d'Afrique, qui vient de l'Inde, qui vient de l'Asie, qui les vient du Amérindiens. Maghreb, et absolument qui vient des peuples originaux, les Amérindiens. Tu vois, donc on a effectivement ce travail-là à faire. À qui est-ce qu'on se compare? Comment est-ce qu'on pense la réussite? Comment est-ce qu'on pense le progrès? Oui, c'est un gros chantier, mais je crois que nos générations déjà être conscients de cela. Et puis cultiver l'humilité. À fur et à mesure qu'on devient conscient de certaines choses, cultiver l'humilité, la capacité d'aller vers le différent, d'aller vers l'autre. Parce que c'est très facile de vivre en autarcie. Et on s'en Oui, sortira pas en vivant chacun de notre côté côté. et en cultivant, tu sais, ce nombrilisme-là. On s'en sortira pas comme ça. Que ce soit les béquets, que ce soit les personnes métisses, les mulattes, comme on dit ici en Oui, Martinique, les personnes indiennes, les personnes noires, on s'en sortira pas en faisant du béquéisme, en faisant du noirisme, en faisant du mhm, mulâtrisme, de l'indianisme, c'est-à-dire euh, vivre en étant séparés, en ne pensant pas l'altérité. tout Non, à on va pas fait. s'en sortir comme ça. Je dis pas qu'on doit aller à la plage ensemble, je dis pas qu'on doit faire des dialogues improbables tout le temps. Non, mais on peut avoir des connexions communes. Ouais, mais on peut échanger et voir que l'autre est en nous. Oui, on est chacun le miroir des uns des autres hein, aussi, quelque part, hein. C'est Ouais, ça. mais sans pour autant tomber dans ces généralités-là, mais par exemple, dans notre situation aux Antilles, l'autre est en nous. Oui. Le béquet, il est dans le noir parce qu'il y a des choses qu'on partage. Et le noir, il est dans le béquet. Tu vois, parce qu'il y a des choses qu'on partage. C'est vrai qu'il y a des comportements négatifs que l'on adopte. Ça, on le voit dans les actions militantes. Je vais nommer personne, hein, mais bon, on voit sur certains groupes de militants que parfois voilà, on pointe du doigt, je sais pas moi, le biquet, l'esclavage. Et même entre nous, une fois on atteint une forme d'autorité, on, on reproduit ces écueils-là. Et Ça te montre que c'est souvent, pas, ouais, c'est Ça te montre que c'est inconscient. pas une question de couleur. C'est pas une question de couleur. Ça te montre que c'est une question de situation. Et c'est ce que France Fanon avait compris. France Fanon te disait, mais si ça change pas, la mentalité qui va avec la colonisation ne change pas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement des personnes noires qui veulent être en position d'autorité et qui vont jouer les colons, qui vont faire de l'autoritarisme, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, il faudrait qu'on puisse. Et au sujet des réparations aussi, on a aussi le professeur Aimé Charles Nicolas qui, lui, Mm. parle d'auto-réparation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas attendre de nos bourreaux de nous guérir. C'est pas possible. Quoique, D'accord. au niveau de la médecine, c'est logique, hein, quand tu as un vaccin, ben, on prend une partie du virus pour te guérir aussi. Donc, Mhm. cette auto-réparation, toi, comment tu pourrais la voir? Est-ce que c'est possible de s'auto-réparer finalement? Je pense que oui. À mon avis, la réparation avec un grand R, elle a plusieurs départements. Elle a ce que moi, je peux faire pour moi. Oui, absolument. C'est-à-dire nettoyer les yeux avec lesquels je me vois. Ne pas avoir les yeux de la suprématie blanche. Ne Ouais, pas avoir ces yeux complètement occidentalisés. Réparer les yeux avec lesquels on se voit. Renouer, chercher à retrouver le lien avec euh, de là où on vient. C'est-à-dire, toi, tu sais qui et ton ancêtre venu d'Afrique. oui, Tu peux remonter et savoir qui c'est. On peut aussi, avec les tests ADN, retourner, savoir quelles sont ces régions. Donc, ce travail d'autoréparation, pour moi, c'est ça. C'est savoir de quoi on est fait, se donner tous les moyens pour honorer ceux qui sont venus avant nous. Et c'est pour ça que j'aime l'initiative du docteur Serge Romana avec oui, Non, nous, qui nous permet, dans un chocage, d'aller chercher qui sont nos ancêtres, les nommer. Donc, ce travail de réparation, voilà, réparer l'oubli, oui, soigner notre mémoire, tu as ça. Et que nous, on peut faire sans forcément dépendre d'une république ou d'un sénateur ou d'un maire. tout à Donc fait. oui, ce travail d'auto-réparation, parce qu'il y a des choses qui sont passées à travers nos gènes. Et le professeur Charles-Aimé Nicolas l'explique bien dans son livre aussi. Mais je vois que on peut coupler ça avec un travail aussi de réparation qui concerne les institutions et qui concerne l'argent.
Parce que Oui, quand tu regardes bien, il y a de l'argent qui a été fait, et aux États-Unis, on le voit bien, hein, l'argent qui a été fait pendant l'esclavage a servi à mettre en place des banques, des journaux, des universités ont bénéficié de cet argent de l'esclavage. Et quand tu suis l'argent, tu vois qui a bénéficié. Donc, oui. ceux qui ont bénéficié doivent à un moment donné faire amende honorable et dire que cet argent-là doit être reversé pour servir à des projets pour les personnes non blanches dans les sociétés concernées. Moi, je crois que ce travail-là, j'y crois aussi. J'ai fait le Ouais. dialogue improbable avec un béquet et je le lui ai dit. J'y crois parce que ça existe et c'est pertinent. Donc, les deux, à mon avis, l'institutionnel et le personnel, peuvent aller de pair. Alors, je suis complètement d'accord avec toi parce que dans cet épisode, j'essaye de proposer mes solutions, mes hypothèses, hein, Oui, de façon très humble. Et effectivement, moi, je oui, pense qu'il y a on nous taxe à longueur de temps. On peut transformer, par exemple, l'octroi de mer qui nous assassine économiquement aussi, en une taxe qui serait... Alors moi, franchement, j'ai travaillé à la Chambre de métier où je participe. Il y a une commission à la région qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore, une commission dédiée en fait à cette taxe de l'octroi de mer. Donc les chefs d'entreprise, les institutions devaient se réunir pour savoir si on allégeait cet octroi de mer, parce que l'octroi de mer régional, pour les entreprises, les boulangers qui commentaient par exemple du matériel depuis la France pour développer des business en Guadeloupe. Sauf oui. que dans cette commission, c'était la commission pouvoir d'achat, voilà. Dans cette commission, Ah les bon? institutions qui recevaient cet argent n'étaient jamais présentes. Hmm. Et c'est les mairies en fait qui reçoivent cet argent, puisque l'octroi de mer, hein, selon ce qu'on nous dit, est réinjecté dans le budget des mairies. Mais c'est totalement injuste quand on sait que la majorité des budgets des mairies en Guadeloupe sont dans le rouge et qu'en plus, vous ne faites même pas l'effort de venir assister à des commissions qui permettraient aux entreprises de vos communes de se développer plus facilement économiquement. Donc Oui, pourquoi ne pas oui, transformer cet octroi de mer en une taxe, comme tu dis, sur la création de fonds d'investissement qui pourraient permettre d'investir dans des entreprises, comme tu disais tout à l'heure, sur l'agroécologie, sur les jardins créoles. Quand j'entends parler de permaculture, moi, ça me fait saigner des oreilles parce que la permaculture, c'est nous, quoi. Le jardin créole, c'est nous. Donc, les oui. gens n'ont rien. Et on nous prend ça comme si c'était une invention extraordinaire. Or, c'est issu de nos gènes, en fait, et de la gratuité du travail de nos ancêtres. Donc, est-ce Oui. qu'on ne pourrait pas faire en sorte de transformer au moins cette taxe-là et rediriger cet argent vers des fonds d'investissement avec plusieurs types d'investisseurs, donc l'État avec une partie de la taxe de l'octroi de mer, mais aussi la diaspora qui est éparpillée un peu partout dans le monde, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié, contrairement à ce que font les Africains aujourd'hui, qui pourraient aussi devenir des investisseurs privés pour ces fonds d'investissement-là. Mais bien sûr, je crois que c'est des solutions à explorer. Et tu vois, toi, de l'intérieur, tu vois les mécanismes qui bloquent. Tu vois? Ouais. C'est je trouve intéressant. Tu vois de l'intérieur les mécanismes qui bloquent. Oui, oui, oui. Cette taxe-là, c'est une taxe coloniale qui a traversé le temps parce qu'elle apporte, comme tu dis, un budget. Elle participe au budget. Donc, c'est comme si je trouve que c'est comme si nous étions comme un animal blessé, c'est-à-dire que notre patte est prise dans un piège. Euh, non, pardon, mon image n'est pas belle. Mon image n'est pas belle. Cette taxe-là, je la vois comme par exemple, tu sais, il y a des peuples qui vivent, pardon, au pôle Nord, qui vivent dans des endroits où il n'y a que de la glace. Ouais. Ces peuples-là, des fois, ils ont des façons de faire où ils mettent dans la glace, ils vont mettre un piège dans la glace, c'est-à-dire qu'avec de quoi attirer les animaux. Et les animaux vont Mhm. venir lécher ce qu'il y a dans la glace en se faisant mal. Mais Ah, plus ils se font mal, plus ils pensent qu'ils mangent quelque chose parce qu'il y a du sang, il y a l'odeur qui les ouais. attire. Mhm. Et j'aime bien cette image parce que cette taxe me fait penser à ça. C'est-à-dire on lèche en pensant que ça nous fait du Du bien bien. avec cette taxe-là, mais en même temps, cette taxe qui met du budget dans le budget des mairies, elle nous enlève quelque chose, elle nous enlève une forme d'indépendance économique. Oui, Parce que c'est une taxe qui est prise sur les importations. Donc, plus tu importes, plus tu as de l'argent, quoi. Tu vois? c'est ça. Donc, c'est un cercle Et, et, vicieux. et, et je trouve qu'elle elle est pas intelligente pour les temps qu'on a, mais on ne peut pas simplement la balancer sans trouver d'autres mécanismes. Et je crois que l'une des choses sur lesquelles il faut avancer, c'est avoir des collectivités qui s'autofinancent, qui ont la liberté et la capacité, les outils de générer des recettes
Et pour cela, tel que nous sommes dans les statuts dans lesquels nous sommes, ces collectivités-là, que ce soit les villes, les collectivités territoriales, les conseils généraux, etc., tout ça, n'ont pas une capacité d'autofinissement suffisante. Et c'est là qu'il faut Oui, qu'on en arrive. c'est Qu'elles aient exactement. plus de largesse et plus de créativité, mais dans le système dans lequel on est, elles ne peuvent pas le faire. Et c'est bien dommage parce que je me rappelle, alors Macron est ce qu'il est aujourd'hui, enfin, je ne vais pas donner mon avis sur le personnage. Bon. Je pense que à travers Tu le pourrais, podcast, bah, tu enfin, pour pourrais. moi, c'est un tyran, ce monsieur. Mais avant qu'il le transmute en tyran, en 2018, il part en Guyane, je ne sais pas si tu te souviens de ça, et il nous pond le discours de la Non. Guyane. Oh non, j'ai oublié. Ouais, ben en fait, ce serait bien enfin, je sais pas si je pourrais retrouver ce discours, mais je me rappelle, moi, ça m'avait marqué, qu'on en est aux prémices de l'autonomie, où tout le monde, on commence à revendiquer notre besoin d'autonomie. Et à ce moment-là, Macron fait un discours en disant, je suis prêt à changer la Constitution, proposez-moi, Mhm. faites-moi des propositions pour qu'on puisse transformer le territoire, parce que article 73, 74, on se rend compte que bon, ça a ses limites aussi. La Guyane l'a fait, et, et donc, moi, j'aimerais savoir si tu peux si selon toi, en fait, ce serait intéressant de partager un projet Oh. à la fois avec la population, les élus, qui pourrait aussi, où on peut voilà, montrer qu'on est fort et qu'on a une réflexion sur 10, 20, 30 ans face à la République, au président de la République, en disant, voilà, changez la Constitution, nous, voilà, on veut plus de ça. Et on vous donne 10 ans, 15 ans, 20 ans pour obtenir des résultats. Wow. Je pense que il faut qu'on cultive surtout, nous, la capacité, si tu veux, de décider et d'agir. Parce que on sera toujours frustré si, comment dire, on attend d'eux quelque chose. Mm. Tu vois? Et c'est ça, j'ai l'impression, et je suis frustré, moi, de la situation dans laquelle on est. J'ai l'impression que on est dans on est dans un carrefour, on a besoin de faire bloc, on a besoin de faire peuple, mais on n'y arrive pas. Mais je crois qu'il nous faut une unité à minima. Et pas une Ouais, unité idéale parce qu'elle n'arrivera jamais. Toi, tu l'as vu, hein, cette unité n'arrivera jamais et on va ouais. toujours des fois se déprécier en se disant, ouais, on n'arrive pas à s'unir, nous les Antillais. Non, les choses qui ont changé la donne chez nous, quand tu regardes bien, il y a souvent eu une unité à minima. Les gens n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils étaient Tout, d'accord au moins sur une chose oui, ensemble. Et à exactement. partir du moment où on arrive à trouver ces espaces-là où il y a des unités à minima, il nous faut faire des expériences. Tu vois, Mhm. moi, je suis pour le fait de cultiver notre pouvoir d'agir. Et on a, parce que les institutions, surtout dans le cadre francophone et français, les institutions ont tendance à stériliser la capacité d'agir des gens. On attend toujours d'une institution quelque chose, ou un papier, ou une signature. Moi, j'en ai C'est vraiment marre ça. de ça. Il nous faut mener des expériences. Et quand tu regardes bien, quand les expériences marchent, les institutions s'intéressent aux expériences et parfois ces expériences sont institutionnalisées. Donc, ce qui voudrait dire, et ce sera la dernière question du coup, que notre travail aussi, c'est de garder la lumière que l'on projette sur nous-mêmes, quoi. Waouh, c'est fort. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, pour moi, si les actions que l'on mène nous permettent d'avoir un coup de projecteur de la part des institutions, ça veut dire que la source de lumière, c'est nous. Ah, Enfin, ah, oui, nous oui, sommes la oui. source de lumière et que l'institution, la politique devient à ce moment-là qu'un... Enfin, le terme n'est pas très beau, mais c'est ça, que ce sont des voleurs de lumière, en gros. Mais, mais on peut Écoute, les autoriser à prendre la lumière quand nous, on est prêts, et pas le contraire, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. j'aime l'image, j'aime l'image. En tout cas, les gens qui sont investis en politique avec un petit P, c'est-à-dire qui ont un mandat et tout, ne peuvent pas faire comme si les porteurs de lumière qui n'ont pas de mandat ou les porteurs de gamme, ceux qui Ouais. ont des expériences à partager, qui n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas faire comme si on n'existe pas. C'est dans leur intérêt de regarder ce qui se passe. Et puis, j'ai envie de dire que toutes les expériences qu'on peut mener, il faut les mener. Si après elles doivent être institutionnalisées, mises en lumière différemment, tant mieux, tant qu'on arrive à garder un tant soit peu un contrôle dessus, mais il ne faut plus qu'on se laisse déposséder de notre pouvoir d'agir comme tu le fais toi-même et comme tu l'as expérimenté dans l'affaire des grands frères. Si tu Ouais. n'avais pas utilisé constamment ton pouvoir d'agir, on n'en serait peut-être pas là. Et aujourd'hui, avec ce podcast, c'est une façon pour toi d'utiliser ce pouvoir-là, mais sans pour autant arrêter de travailler, arrêter de faire tout ce que tu fais aussi, tu vois? Oui. Et je crois que c'est ça, qu'on apprenne à conjuguer
toutes ces dynamiques-là ensemble, elles ne s'annulent pas. Au contraire, il faut qu'on fasse tout ensemble, quoi. Ensemble, ouais. Avoir une vision commune des Pas, choses. pas ensemble en étant ensemble, hein, mais tu vois, toutes ces dynamiques-là, qu'elles se Ouais, fassent. c'est ça, Qu'on exactement. n'attende pas qu'une réussisse pour commencer l'autre. Tout Sinon, on à s'en fait. sortira pas. Ben non, exactement. Bon, en tout cas, Steve, ça a été un plaisir de t'avoir comme premier invité Pour moi aussi, pour Karine, vraiment, ce pour moi aussi. podcast. Ben, j'espère que je pense que ce sera pas la première invitation. Je pense on finit, comme on dit, parola nec banebut. On peut dire ça. Donc, on pourrait encore parler pendant des heures, j'en suis sûre. Je pense qu'on Oui, est tous les deux passionnés par ce que l'on fait. En tout cas, merci. Parce que moi, tu m'as merci éclairé aussi sur à toi. beaucoup de choses. Je fais ce podcast parce que je me pose des questions et j'ai envie de partager mes réflexions avec tout le monde. Donc, merci de J'aime m'avoir ça. éclairé. Merci d'avoir éclairé aussi la petite communauté qui est en train de grandir. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur ce podcast. Et merci. Je te J'aime souhaite. ça. Merci à toi Ouais, aussi. ouais. Et Merci franchement, pour ton merci beaucoup. implication. Merci parce que toi, tu me donnes de l'inspiration et tu me donnes de la motivation. Donc, Et vraiment, merci, tu vois. Et c'est on ce a que j'allais te besoin dire l'un de l'autre, quoi. aussi. C'est ce que j'allais te dire aussi, que moi aussi, ça me motive à continuer. Et surtout, j'espère pouvoir Ouais, moi aussi. voir nos communautés grandir et prospérer. Voilà. Merci beaucoup. Passe une bonne Eh bien, journée. écoute, plein de bonnes choses à toi et à toute ta communauté. À très bientôt, j'espère. Ouais, merci. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye. Allez, hop. J'arrête. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.